complémentaire vient forcément s'appuyer sur une expertise sur votre régime obligatoire de base, qui lui est obligatoire du coup. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Voilà, donc vous aurez la possibilité d'ailleurs d'accéder aux résultats de l'enquête, si je ne dis pas de bêtises à la fin, et vous avez, je vous le précise dès maintenant, mais accès également à la présentation du jour à l'issue de la présentation. Donc voilà, gardez tout. Vous pouvez prendre des notes de votre côté, mais vous aurez tous les chiffres que je vais donner aujourd'hui par écrit. Hop. Alors, donc, votre régime obligatoire Carpimco, je pense que ça doit bien vous parler, ce mot. La Carpimco, elle sert à quoi? Elle a trois grandes missions. La première, c'est de protéger vos revenus en cas d'arrêt de travail et en cas d'invalidité. Aider vos proches de façon financière en cas de décès, si jamais vous êtes amené à partir. Donc ça, ces deux points-là rejoignent la prévoyance, sur lequel on a fait un autre webinaire sur lequel on pourra vous rediriger si jamais vous êtes intéressé. Donc, on parle de la prévoyance. Et la troisième mission que vous voyez tout en bas, c'est de vous permettre justement de préparer votre retraite avec des cotisations de base sur lesquelles on s'appuiera par la suite pour atteindre vos objectifs en termes de retraite. En tout cas, ça, c'est les trois grandes missions de la Carpimco. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne? Comment ça marche? C'est là où je vous dis qu'on comprend pourquoi vous avez, selon les statistiques, en tout cas, une connaissance partielle du régime. C'est parce qu'il est assez complexe en réalité. Il s'appuie sur trois couches. Donc, vous avez ce qu'on appelle un régime de base, une retraite de base, qui dépend de vos revenus N-1 sur lequel vous payez des cotisations sur vos revenus N-1. Vous avez un second régime qui s'appelle la retraite complémentaire, sur lequel vous cotisez également sur les revenus N-1, mais qui est décomposé en deux parties. Une partie forfaitaire fixe qui est de 1 840 € pour tous, et une partie qui, elle, est variable, pas variable, mais proportionnelle plutôt à vos revenus, qui est calculée sur N-1 également. Et un troisième volet de retraite de base, qui s'appelle l'ASV, l'avantage social vieillesse, sur lequel, là, pour le coup, vous cotisez sur N-2, et qui est également double, c'est-à-dire une part forfaitaire qui est, elle, de 601 € pour tous, et une part proportionnelle à vos revenus, 0,4% de vos revenus N-2 du coup. Donc c'est en faisant le cumul de ces trois régimes de retraite et multiplié et adapté à l'évolution de vos revenus au sein de votre carrière qu'on arrive à déterminer quel est le montant de votre retraite. Donc le calcul n'est pas simple, je ne vous le cache pas. On va voir quelques exemples dans la suite de la présentation, mais si vous voulez avoir vraiment une vision personnalisée de ce que ça donne, encore une fois, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi ou avec certains de mes collègues qui vous permettront de faire une étude un peu plus personnalisée. Hop. Et donc, les chiffres sont là. Là, ils sont directement issus du site de la Carpimco, donc on ne peut pas se tromper. Donc, vous voyez, le calcul n'est pas forcément évident, notamment pour la partie au régime de base, où c'est des taux de cotisation par rapport à votre tranche de revenus. Donc, le calcul est assez fin. Donc, encore une fois, prenez rendez-vous et je le ferai avec vous avec grand plaisir pour calculer un petit peu le taux de cotisation. Et on va voir ce que ça donne, surtout en chiffres, combien vous percevez avec ce genre de cotisation. Hop. Donc, le plan d'épargne retraite, lui, comment il fonctionne? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on vient de parler de votre régime obligatoire, donc Carpimco, donc j'ai bien dit régime obligatoire, c'est vos cotisations sociales. Le PER, c'est un régime facultatif, c'est un régime complémentaire sur lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, verser des cotisations facultatives. Donc, globalement, comment ça fonctionne? C'est un contrat d'épargne qu'on appelle long terme. Alors, pourquoi long terme? C'est parce que une fois que vous versez de l'argent sur ce compte-là, sur ce compte d'épargne, votre argent, il est épargné pour une certaine période. Vous avez trois possibilités pour le ressortir. C'est soit partir à la retraite, évidemment, soit acheter une résidence principale. Et la dernière possibilité, c'est tous les événements qui sont un peu tragiques. Alors, ça se rapporte un petit peu à ce dont je vous ai parlé sur la prévoyance, c'est-à-dire les invalidités graves. C'est s'il y a un décès dans la famille, s'il y a un état de faillite personnelle, par exemple, où vous avez également accès à cet argent. Mais bon, disons que c'est les deux principales causes de déblocage du PER, ça restera l'achat de la résidence principale et le départ à la retraite. En échange du fait que ce soit relativement bloqué, malgré tout, pendant quelques années, vous avez accès à des avantages qui sont fiscaux. Et donc, comment ça fonctionne? Pour les personnes qui sont micro-BNC, vous avez la possibilité de déclarer les montants que vous avez versés entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année directement sur votre déclaration d'impôt.
Et dans ce cas-là, les montants que vous avez versés seront déduits de votre net imposable. Et pour les personnes qui ne sont pas en micro-BNC, qui sont en déclaration réelle contrôlée, vous avez la possibilité de le déduire, mais dans vos charges professionnelles. Voilà. Et donc après, on calcule quelle est l'économie d'impôt que vous pouvez faire grâce au versement que vous faites. Et je vais prendre des chiffres très simples parce que je suis très mauvais en calcul mental. Mais globalement, si vous versez 1 000 euros, par exemple, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année fiscale, et que vous avez un taux marginal d'imposition à 30%, le taux marginal, c'est le taux sur lequel vous êtes imposé au plus haut de vos revenus, qui est en règle générale, voilà, il y a 0, 11, 30, 41 ou 45% pour ceux qui génèrent les revenus les plus élevés. La moyenne étant 30 en France. Donc, si vous versez 1 000 euros, vous économisez 30%, du coup, 2 000 euros, si votre taux marginal est de 30%. Donc, ça fait 300 euros d'économie d'impôt sur l'année. Pareil sur le calcul en fonction des versements que vous comptez faire, on pourrait y revenir en rendez-vous personnalisé avec grand plaisir, comme ça on pourra essayer d'optimiser en fonction de la situation de chacun la partie imposition pour que vous puissiez vous y retrouver in fine. Hop. Je le répète, je vois qu'il y a d'autres personnes qui rejoignent, mais le chat est là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on les aborde à la toute fin. Donc, comment fonctionne le PER? Donc, il y a plusieurs modes de gestion. Les modes de gestion, c'est quoi? C'est que votre argent, quand vous le placez sur le PER, il n'est pas placé à taux zéro. Ce n'est pas sur le compte bancaire courant, c'est-à-dire qu'on investit cet argent pour essayer d'en tirer des plus-values, des bénéfices. Et donc, vous avez des modes de gestion disponibles, ce qu'on appelle la gestion libre, qui veut que ce soit vous qui gériez les investissements sur votre contrat de retraite. On le préconise assez peu parce que ça demande quand même des connaissances en termes d'investissement et du temps aussi, surtout pour s'en occuper. En fait, autant la partie connaissance, on peut s'instruire et essayer de s'y retrouver, autant la partie temps, on sait qu'en libéral, c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est un mode de gestion qu'on préconise assez peu. Il y a la gestion pilotée, qui est, nous, la gestion qu'on préconise dans 98% des cas, qui veut que ce soit des plans prédéfinis qui soient mis en place pour l'investissement de votre argent sur votre compte de retraite et qui investit de façon progressivement de plus en plus sécuritaire dans le temps. C'est-à-dire qu'en début d'investissement, quand on a beaucoup de temps pour investir votre argent, on essaie d'être un petit peu dynamique et d'aller chercher des rendements sympas. Et plus on s'approche du terme de votre contrat, qui est votre départ en retraite, plus on essaie d'être sécuritaire avec ces investissements-là. Et la gestion sous mandat qu'on va très peu aborder parce que pareil, ça correspond à très peu de personnes, mais c'est déléguer la gestion de justement votre épargne à un mandataire privé, mais qu'il faut rémunérer encore une fois, ça vous coûte un peu plus d'argent que la gestion libre et la gestion pilotée, donc on le conseille assez peu. Déductibilité à 100% de votre placement. Alors, je le nuance avec un plafond malgré tout de déductibilité. Vous ne pouvez pas placer autant que vous voulez. Alors, les plafonds sont assez généreux malgré tout et permettent de faire jouer cet avantage fiscal, mais malgré tout, voilà, vous pouvez le déduire dans la limite de vos plafonds. Épargne bloquée jusqu'à votre retraite et avec le petit astérix déblocage anticipé dans certains cas qu'on a abordés, donc achat de résidence principale et les événements un peu tragiques. Et possibilité de récupérer votre épargne sous forme de capital ou de rente, et je dirais même ou d'un mixte des deux. On peut aussi envisager de compléter son revenu mensuel justement qu'on va acquérir avec la carte PIMCO et prévoir des sorties en capitaux de temps en temps pour, en cas de projet par exemple, financer certains projets. Voilà. Hop. Alors, petit cas d'étude, on va en faire deux. Le premier cas, on va prendre Olivia, du coup, qui est infirmière, qui a 30 ans, donc dans la première partie de sa carrière, célibataire sans enfant. Elle exerce depuis 5 ans, un chiffre d'affaires de 50 000 euros et qui n'a pas d'épargne disponible, ou qui en a, mais qui n'aura pas vocation à aller sur le compte de retraite. Donc, quoi qu'il arrive, on va considérer qu'elle n'en a pas. Donc, partant de ce postulat-là, à quoi peut s'attendre Olivia pour sa retraite? Donc, la simulation révèle que Olivia, si elle ne s'occupe pas de sa retraite, ou en tout cas si elle compte uniquement sur la carte PIMCO, elle partira avec une pension de 1 125 euros par mois, avec un âge de départ à la retraite qui est estimé à 67 ans et 1 mois, en 2059. Il n'y est pas encore tout à fait. La retraite d'Olivia, du coup, c'est 1 125 euros. Ça correspondrait à 31% de son dernier revenu avant le départ à la retraite, qu'on a estimé à 3 614 euros. Globalement, on applique un coefficient de 1,5% d'augmentation tous les ans en moyenne, avec des années où il y aura bien plus et des années où ça sera un peu plus calme. Mais voilà, c'est un quotient qu'on applique pour à peu près toutes les professions libérales, une augmentation progressive de vos revenus.
vous voyez, il y a quand même une perte de revenus qui est quand même assez importante. Et d'où l'intérêt justement de s'intéresser à la retraite par différents leviers. On va parler du PER, mais voilà, globalement, il existe plein de méthodes pour pouvoir optimiser le montant de sa retraite à l'arrivée. Donc nous, qu'est-ce qu'on conseille à Olivia? Donc Olivia, elle souhaiterait, dans l'idéal, avoir une rente supplémentaire de 700 € par mois en arrivant à la retraite. Ce qui est faisable, mais du coup, il va falloir être actif justement sur ce sujet. Et donc, l'une des possibilités, c'est effectivement de mettre en place ce PER qui lui permettrait, avec un montant d'épargne mensuelle de 260 € par mois, ce qui ferait 182 € net d'impôt, parce qu'il y a toujours cette déduction d'impôt, on applique son taux marginal d'imposition, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc 260 € par mois, ce qui lui permettrait d'avoir un total versé de 169 200 € à l'arrivée, à 67 ans et donc un mois, et un capital disponible de 268 200 €. Donc avec une belle plus-value de quasiment 100 000 €, 99 000 €. Donc, cette plus-value, elle est basée sur un profil en gestion pilotée, donc la fameuse gestion pilotée qu'on préconise, et sur un modèle de gestion qu'on appelle équilibré, c'est-à-dire ni totalement délirant en termes de risque, ce qu'on n'aime pas trop faire généralement, ni totalement sécuritaire, qui peut nous faire passer à côté de certaines opportunités. Donc, vous voyez, objectif de rendement 3,2% par an, c'est plutôt assez objectif et réaliste en règle générale. Et donc, ces 268 200 €, donc Olivia, elle pourra soit les ressortir sous forme de rente. Et donc là, il y a plusieurs types de rente, mais là, on se base sur une rente qui est viagère, donc elle touchera jusqu'à l'âge de son décès, tout simplement. Donc 690 € par mois, on a atteint son objectif. Ou alors, elle pourra ressortir cet argent sous forme de capital fractionné. Par exemple, récupérer 10% de son contrat chaque année pendant 10 ans, c'est possible. Ou faire un mix entre de la sortie en rente et de la sortie en capital, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc là, on atteint l'objectif d'Olivia en termes de retraite. Hop. Deuxième cas d'étude, Elie, qui est également infirmier, 47 ans. Il est marié, il a 2 enfants de 12 et 16 ans. Voilà. Vous reconnaîtrez peut-être dans l'un ou l'autre des deux cas. Donc il exerce depuis un peu plus de 20 ans, 22 ans, chiffre d'affaires 90 000 par an. Et il a accumulé une épargne de 30 000 € à ce jour, donc pour sa retraite ou non, hein, d'ailleurs, mais c'est vraiment son épargne disponible à ce jour. Donc, Elie, s'il part à la retraite, donc à 67 ans et un mois comme Olivia, il aura une pension de retraite un peu plus élevée, donc 1 373 € par mois. Donc, on fait le même calcul que pour Olivia, hein, une augmentation progressive de ses revenus de 1,5% par an. Donc, le dernier revenu avant de partir à la retraite d'Elie, on l'estime à 5 051 €. Et donc, s'il a ces 1 373 €, il aura assuré 27% de son dernier revenu avant la retraite. Donc, pareil, on estime que c'est un peu insuffisant. Et donc, qu'est-ce que Elie souhaite? Lui, il souhaite avoir une rente supplémentaire de 1 200 € par mois. Donc, pareil, il faut qu'il s'occupe de sa retraite pour atteindre ses objectifs. Et là, en l'occurrence, on va voir que même en s'occupant de sa retraite, ça ne sera pas forcément suffisant. Donc, on va demander même à Elie de faire un effort supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? Donc, effectivement, mise en place du PER avec un montant de versement mensuel de 420 € par mois, donc ce qui fait 294 € net d'impôt, toujours avec l'aspect déduction fiscale Madelin. On va lui faire transférer 20 000 des 30 000 € de son épargne disponible sur son PER, qui auront une vertu, c'est que comme Elie ne faisait pas de PER jusqu'à présent, il a la possibilité de déduire ces 20 000 € en fait en totalité en utilisant des plafonds de déduction qu'il n'a pas utilisés sur les 3 dernières années. Donc, pourquoi 20 000? C'est parce que les 30 000, en fait, on dépasserait ces plafonds largement. Et donc, de ce fait, on n'aurait pas la possibilité de le déduire et c'est beaucoup moins intéressant. Donc, on transfère 20 000 € sur son compte de PER, on met en place les versements mensuels de 420 € et on se rend compte qu'à l'arrivée, Elie, il a une rente mensuelle de 510 € par mois. Donc, on n'arrive pas à son objectif, là, pour le coup. Alors, le détail de calcul, vous voyez, c'est à peu près la même chose que pour Olivia. On a le montant versé, 142 300 €. Le capital disponible, donc 185 200 €, donc avec une plus-value de quasiment 45 000 €, 42 300 €. Voilà. Toujours sur le même mode de gestion qu'on avait sélectionné pour Olivia, c'est-à-dire un peu intermédiaire en termes de risque, donc ni trop investi sur les marchés financiers, ni totalement sécuritaire, et avec une gestion pilotée comme je l'ai expliqué.
Et donc là, donc on se rend compte, 510 euros, c'est insuffisant. Qu'est-ce que Elie devra faire? Donc, nous, on conseillera, s'il compte sur une retraite purement monétaire, d'investir aussi en parallèle sur un contrat d'assurance vie qui a les mêmes vertus que le contrat de retraite, donc c'est-à-dire pouvoir mettre de l'argent de côté régulièrement sur son compte et l'utiliser pour sa retraite, mais qui n'a pas l'aspect déduction fiscale, parce que là, on va jusqu'au plafond des lignes en termes de déduction fiscale, donc après, il faut trouver d'autres dispositifs, et là, l'assurance vie s'impose. Il y a d'autres dispositifs qui vous permettent de préparer votre retraite. Si vous achetez votre résidence principale, par exemple, c'est un levier. Si vous faites de l'investissement locatif également, il peut y avoir pléthore d'investissements. Et si on compte purement sur du monétaire, c'est vrai que la retraite PER et l'assurance vie, c'est un combo gagnant. Hop. Donc, comme je vous l'avais dit, on va vous laisser cette présentation à l'issue de l'étude du jour. Vous avez quelques liens utiles qui redirigent vers notre blog. Alors, un lien qui vous redirige sur une explication justement sur le PER qu'on vient de faire ensemble, un lien qui redirige également sur la partie assurance vie, si je ne dis pas de bêtises, sur votre régime obligatoire CARPIMCO, et sur tout l'aspect un peu fiscal de ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller étudier ça de votre côté. Et si vous avez des questions, encore une fois, on peut prendre rendez-vous ensemble et comme ça, on fait cas par cas les différentes situations que vous pouvez rencontrer au quotidien. Voilà. C'est votre moment. Donc, je vais voir avec Marie qui est derrière moi s'il y a eu des questions, si on doit y répondre. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas pu poser vos questions aujourd'hui, je vous le répète une dernière fois, je l'ai beaucoup répété, mais prenez rendez-vous. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir étudier au cas par cas les différentes situations dans lesquelles vous vous trouvez pour essayer d'optimiser justement votre situation, soit fiscalement à très court terme ou à très long terme pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes de retraite. Donc voilà, je vais voir avec Marie s'il y a quelques questions à répondre et sinon, on va pouvoir clôturer. Oui, il y a une question sur si tu peux clarifier un petit peu la différence entre un PER et une assurance vie Alors, dans les grandes lignes. on a ces deux produits qui se ressemblent pas mal et qui ont pas mal de particularités en commun, mais qui ont des différences fondamentales qui sont quand même assez importantes. Alors, le PER, comme je vous l'ai dit, c'est un contrat spécifique pour votre retraite. Pourquoi il est spécifique pour votre retraite? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas le ressortir pour n'importe quoi. Vous avez, je vous l'ai dit, trois possibilités pour ressortir cet argent. C'est la retraite, l'achat d'une résidence principale ou les événements un peu tragiques. Donc, je reviens dessus très rapidement, mais c'est un décès dans la famille, ça peut être la faillite personnelle, enfin voilà, des événements vraiment pas sympas. Donc, globalement, c'est plutôt la retraite ou l'achat d'une résidence principale. L'assurance vie, premier point de rupture avec le PER, c'est que vous pouvez ressortir votre argent pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous placez votre argent là au mois d'avril, une certaine somme. Si vous voulez la ressortir techniquement cet été pour partir en vacances, bah, vous pourriez, logiquement. Donc ça, c'est la première différence. Il y a la disponibilité des fonds. D'un côté, c'est bloqué. De l'autre, on peut le récupérer pour tout et n'importe quoi. Donc, si on se dit qu'on va faire de la retraite via l'assurance vie, il faut vraiment avoir, entre guillemets, une certaine cohérence et pas aller piocher pour d'autres projets que la retraite dans votre contrat d'assurance vie. La deuxième grande différence, c'est la fiscalité. Le PER, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le déduire, que vous soyez au micro-BNC ou pas, donc au micro-BNC directement sur votre déclaration d'impôt, si vous êtes en déclaration réelle de votre déclaration de charge 2035, alors que l'assurance vie n'ouvre pas droit à économie d'impôt. Vous ne pouvez pas déduire l'assurance vie de vos charges ou directement sur votre feuille d'impôt, donc un côté fiscalement plus intéressant à court terme sur la partie PER. La fiscalité de l'assurance vie, elle se joue surtout à la sortie. Là, pour le coup, si c'est des sujets qui vous intéressent, comme on est vraiment sur un sujet retraite aujourd'hui, mais si vous êtes intéressé par la fiscalité de l'assurance vie, avec plaisir pour en parler lors de rendez-vous personnalisés. Mais globalement, dites-vous qu'il n'y a pas d'avantage particulier fiscal sur l'assurance vie à l'entrée, alors qu'il y en a sur la partie PER. Et après, comme je vous dis, c'est des contrats qui se ressemblent pas mal. Alors, les points de ressemblance, c'est le fait que vous pouvez verser ce que vous voulez dans ces contrats-là et modifier les montants de versement au mois le mois. Donc, dire, je vais en mettre un peu plus ce mois-ci, un peu moins le mois suivant, voire même arrêter d'ailleurs par période, si vous le souhaitez, si vous n'avez plus la capacité d'épargner. Et, et pareil, sur les méthodes d'investissement, c'est des choses qui se ressemblent. Alors, les profils d'investisseurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, c'est aussi de la gestion pilotée sur l'assurance vie et sur la retraite. Donc, il y a pas mal de points communs, mais il y a aussi des grosses différences significatives. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Il y a d'autres questions, Marie? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Moi, j'en ai une. Oui. C'est savoir un petit peu combien de temps il faut pour mettre en place un contrat de PER. Est-ce que c'est immédiat? Est-ce qu'il y a un délai de latence? Alors, c'est une bonne question. Étant donné qu'on travaille avec des assureurs à titre privé sur la partie PER, ça peut aller assez vite. Alors, l'idée, c'est qu'on a tendance à dire qu'il ne faut pas se précipiter et prendre le temps d'étudier la question, de définir quel est le montant de versement qu'on peut faire et bien reposer sa décision. Mais une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a pris sa décision, qu'on se dit que je vais mettre en place un PER et je vais verser de l'argent dans mon PER pour agir sur ma retraite, ça peut aller assez vite. Généralement, les délais de traitement, enfin les contrats sont mis en place sous une semaine. Et après, vous commencez à verser. Alors, soit si on le fait en cours d'année et que vous voulez rattraper les mois précédents, on peut d'ailleurs faire un versement un peu significatif au début du contrat pour rattraper le retard qu'on a pris sur l'année. Et après, on met en place les versements mensuels dès le mois suivant. Donc, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. J'ai une autre question qui est sur le coût en fait, d'un PER. On a vu ce que ça pouvait rapporter, mais combien ça coûte? Alors, le PER, vous avez trois coûts principaux et après, il peut y avoir plein de coûts cachés, mais je vous rassure, on a fait un bon travail avec nos partenaires assureurs pour éviter justement que ces coûts cachés soient impactés sur votre contrat. Globalement, combien ça vous coûte? À l'ouverture, il y a des frais d'adhésion. Donc ça, c'est un frais unique que vous payez sur la première cotisation qui est en règle générale d'une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est coût d'adhésion pur, qui n'est plus jamais refacturé. Ensuite, vous avez, à chaque fois que vous faites des versements, ce qu'on appelle des frais de versement. Les frais de versement, c'est un taux qui est appliqué sur le montant que vous versez. Donc, encore une fois, vu mes problèmes de calcul mentaux, je vais prendre des chiffres assez simples, mais si vous versez 100 euros par mois, que l'assureur, le courtier ou la banque que vous sollicitez vont vous facturer des frais. Donc, en l'occurrence, en France, la moyenne est entre 4 et 5%, et ça peut même monter jusqu'à 8 avec certains assureurs. Donc, c'est des coûts qui peuvent être significatifs. Chez Promis, nous, on s'est mis à 2%. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. C'est parce que ce coût-là, il sert à rémunérer la personne qui va vous accompagner dans la construction de votre retraite. Donc, c'est un coût qui est jamais censé être une contrainte, mais plutôt une opportunité. C'est l'opportunité d'avoir un conseiller qui va vous aider à atteindre vos objectifs en termes de montant versé, en termes d'optimisation fiscale, et pour aussi faire des bilans avec vous, pour pas que vous vous retrouviez seul devant la copie à la fin de l'année du courrier que l'assureur vous envoie, sans savoir si votre contrat est bien positionné, que ce soit en termes de rendement et en termes de montant de versement. Est-ce qu'il fallait en faire plus? Est-ce qu'on a la possibilité de mieux investir cet argent? Là, vous payez un expert qui vous aide à optimiser tout ça pour avoir des résultats plus probants à l'arrivée. Donc, il y a ce coût-là qui est le frais de versement. Donc, sur chacun des versements, admettons chez Promis, vous versez 100 euros, il y a 2 euros qui viennent rémunérer Promis. Là, c'est le coût de Promis. Et ensuite, il y a un frais annuel de gestion, donc frais de gestion, qui est de 1%. Donc, pareil, qui peut varier de quelques centièmes de pourcent en fonction des assureurs qu'on sollicite et qui là rémunère directement l'assureur pour qui est le coût de fonctionnement de l'assureur. Donc, c'est vous rémunérez l'assureur pour le bon maintien des plateformes en ligne qui vous permettent d'accéder à des outils de gestion de votre épargne. Donc, c'est vraiment le coût fonctionnel de l'assureur. Donc, il y a trois coûts. Coût d'entrée, coût d'ouverture du contrat, forfaitaire, une vingtaine d'euros en règle générale. Le frais de versement, qui en moyenne en France est entre 4 et 5%, qui peut monter jusqu'à 8%. Chez Promis, on est à 2%. Et le coût de gestion, le frais de gestion, qui lui est une fois par an, généralement en début d'année, qui correspond à 1%. Voilà. D'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Super. Bah, je pense que ça va être la dernière fois que je vais vous le répéter. Je pense que vous n'en pouvez plus de l'entendre, mais prenez rendez-vous avec moi si vous avez des questions sur votre situation à titre perso. On va pouvoir échanger sur votre situation à titre perso, regarder quelles sont vos cotisations, regarder comment atteindre vos objectifs en termes de retraite. Et pareil, si par là, je fais passer le message parce que là, aujourd'hui, on a parlé de la retraite, mais vous le savez, nous, on travaille sur la retraite, l'assurance vie, la prévoyance et la mutuelle. Donc, si parmi ces quatre sujets, il y a un sujet qui vous intéresse, ben voilà, n'hésitez pas, je suis disponible pour pouvoir en discuter avec vous. Voilà. Euh, Il y a mon adresse mail qui s'affiche.
Donc voilà, vous pouvez prendre attache avec moi pour me solliciter pour des rendez-vous. Je vous enverrai soit un lien vers mon agenda pour que vous puissiez avoir l'embarras du choix. Sinon, vous, envoyez-moi vos disponibilités et puis j'essaierai de faire de la place pour pouvoir vous parler le plus vite possible en fonction de votre urgence. Voilà. On arrive à la fin. Voilà. Je vous remercie d'être venu et je vous remercie d'avoir participé pour les quelques questions qu'on a reçues dans le chat et pour, je suis sûr, les futurs échanges qu'on va avoir ensemble. Merci. Et puis, restez branchés à notre actualité alors sur LinkedIn et sur les différents réseaux parce qu'on fait régulièrement des webinars sur certains sujets d'assurance. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous et puis on se retrouve très bientôt. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.